Est-ce que vous avez des questions à date sur ce qu'on a commencé à voir dans les fils perceptuels, les structures qu'il y a en arrière, donc qui vont justement influencer notre manière de percevoir la réalité? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça jusqu'à maintenant? Donc, j'ai été très clair. Wow! Ah, OK, oui, j'ai des questions. Donc, vous comprenez un peu plus c'est quoi métaprogramme? De définir ça? Oui, juste. OK, parfait. Donc, métaprogramme, c'est un autre nom qu'on donne à ça. Ce sont des schémas de comportement. C'est la manière dont on trie l'information et la manière dont on prend des décisions. Et ça, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est appuyé sur des structures de croyances et de valeurs. Donc, on peut déjà prédire, il y a des gens qui... OK, je vais donner un exemple de personnes qui adorent les métaprogrammes. Là. Dans mes clients, ceux qui trippent très fort là-dessus, là, c'est des gens qui sont dans les ressources humaines, souvent, puis des gens qui sont dans la vente. Parce qu'ils aiment ça savoir comment fonctionne une personne. Comment elle trie l'information, puis comment elle prend une décision. Pour voir selon un poste, ou justement comment... c'est quoi qui va motiver une personne à faire un achat, puis on voit que certaines personnes ne prendront jamais une décision tout de suite. Il y en a qui ont un cycle de 3 mois dedans, tu sais. Mais c'est important de le savoir, surtout les gens qui sont en vente corporative. Donc, c'est des indicateurs qui donnent... je donnais un exemple interne-externe. Si j'ai une personne qui est interne, je ne vais pas lui dire, mettons que c'est un client, puis je dis, voilà ce que je vous suggère. Tu sais. Il est interne. À moins que j'ai le statut d'expert, là, il va dire, OK, tu es un expert, je t'écoute, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire, là, je t'écoute. Là. Mais sinon, non, je ne ferai pas de suggestion. Je dis, regarde, c'est vous qui décidez. Ben, oui, absolument, c'est moi qui décide, c'est sûr, je suis interne. Fait que là, dans ce cas-là, c'est pour vous, mais c'est de lui laisser le choix. Tandis qu'une personne qui est plus externe, puis moi, souvent, de nature, je suis quelqu'un, je respecte les gens. Puis je réalisais des gens, mais c'est quoi que je dois faire? Dis-moi là, je ne peux pas te dire quoi. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Bon, OK, par rapport à ce que tu me dis, puis là, je donne des balises. Il y a des gens qui ont besoin de dire, dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Bien, regarde, je ne te dirais pas quoi faire, parce que premièrement, un coach, ça ne dit pas quoi faire. Mais par rapport à ce que tu me dis, voilà des balises. Tu sais, ça t'aide-tu un peu? Mais là, c'est quasiment de pousser plus. Parce que la personne est externe. Est-ce que tu vois un exemple dans ce sens-là? Puis, j'ai les autres exemples que j'ai donnés. La personne qui est éloignée d'eux, mettons, je peux lui dire, hey, si tu fais ça, tu vas avoir tel avantage, il va se passer ça, il va se passer ça, il va arriver ça. Puis la personne, ah, OK, ouais. Mais bouge pas. Parce que, regarde, si tu fais pas ça, là, il risque de t'arriver ça, 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 puis ça. OK, c'est beau, je bouge. Parce qu'elle est mode éloignée d'eux. Par contre, une personne qui est très allée vers, je commence à lui dire, hey, monsieur ou madame la cliente, si vous ne faites pas ça, il risque d'arriver ça. Parce que, wow, minute, commence pas à me faire des peurs, toi, là. Parle-moi plutôt, c'est quoi les avantages? Je donne un exemple en entreprise. Comment, justement, selon les métaprogrammes. Là, encore une fois de plus, je fais une généralisation. Donc, équipe service à clientèle, le patron arrive et dit, hey, l'équipe, on a un nouveau produit pour nos clients. Fait que maintenant, quand nos clients nous appellent, on va pouvoir proposer ce produit-là et ce service-là. Puis en plus, ça va amener un bonus. Donc, dans un mois, là, et voici le bonus. Puis toute l'équipe est excitée. Puis tout ça. Un mois plus tard, il ne s'est quasiment rien passé. Fait que là, le patron n'est pas content. Il dit, hey, l'équipe, ça va pas bien. Si on ne fait rien, là, éventuellement, je vais être obligé de couper dans les heures. Puis éventuellement, il va peut-être y avoir des coupeurs de poste. Puis là, l'équipe se met à s'activer. Puis là, il y a des nouveaux résultats. Parce qu'ils étaient plus dans un mode éloigné d'eux. Tu comprends? Exact. Par contre, à un moment donné, un autre patron parle à son équipe, mais dans la même entreprise, mais le même patron, mais à l'équipe de vente, il dit, écoutez la gang, là, on a des objectifs, puis si on ne les rencontre pas, je vais être obligé de couper, puis là, à un moment donné, l'équipe dit, hey, wow, arrête-nous ça, là. Au lieu de venir nous taper dessus, là, commence donc par nous dire c'est quoi l'objectif, puis c'est quoi qu'on va atteindre. OK, c'est vrai, vous avez raison, je m'excuse. Bon, l'objectif, c'est qu'on va atteindre tant, puis à partir de là, en passant, il va y avoir tant de bonus, puis un voyage pour ça. Yeah! OK, cool! Fait que là, ils parlent leur langage, parce que les autres sont plus, on va vers telle chose dans l'équipe de vente. Tu vois la différence? Fait que c'est de parler le bon langage aux bonnes personnes. Mais par rapport à soi-même, des fois, c'est de reconnaître, je suis quoi, moi, comment je fonctionne.
Fait que des fois, on dit, pourtant je sais que c'est bon, puis je bouge pas. Comment ça se fait? Mais c'est que des fois, on ne réalise pas que si on... Et je le fais en coaching, des fois, je trouve ça plate, là, mais je change le bâton. Parce que la personne est habituée à fonctionner en bâton. Fait que là, je dis, ben, tu sais, si ça n'arrive pas, à ton avis, il va se passer quoi? Ah, je sais pas. Pendant combien de temps tu as besoin de vivre ça encore? 1 an? Non. 2 ans, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça fait mal. Fait que là, à un moment donné, il se produit quelque chose. Tu vois? Donc, c'est de reconnaître comment on fonctionne. C'est ça, les métaprogrammes. Kinesthésique? Oui. David? Oui. Le fait que une personne soit bâton ou carotte, est-ce que ça va d'après l'éducation ou ça va plutôt d'après interne, comment est-ce que la personne allait automatiquement? Donc, si ça va selon l'éducation, compte pour une partie, effectivement. Il y a des gens... Ça, c'est une synthèse. C'est comme tout à l'heure, je disais le mode d'emploi là, pour un enfant. Il y a une partie qui fait partie de notre caractère. Puis il y a une autre partie, justement, ça fait partie de l'éducation. Puis c'est de là, c'est toute cette partie qui a été conditionnée qu'en PNL, on va optimiser. Fait qu'on ne va pas arriver, puis je donne un exemple. Une personne, elle a le goût de faire tel travail. Puis tout à coup, j'y arrive avec quelque chose qui est à 100 000 de ce que cette personne-là est, puis je vais dire, on va faire de toi la meilleure ou le meilleur si. On va dire, de quoi tu parles? Qu'une personne fonctionne plus au bâton ou à la carotte, il y a une partie éducation, mais il y a également, naturellement, OK, l'être humain, on a des mécanismes de survie. Fait que la partie bâton est très forte. Si on sait qu'on est en danger, n'importe qui va réagir à quelque chose de dangereux, puis on va bouger. C'est plein de choses, on va savoir, il y a des exceptions, mais généralement, si telle chose ne se passe pas, je suis en danger, là, ma survie est compromise, là, on va bouger. Ça, c'est des mécanismes naturels de défense. Mais sinon, si on regarde un enfant qui est là, puis il a le goût d'avoir du fun, il veut jouer. Donc, il a tendance à aller vers le jeu, avec ce qui est plaisant. Fait que c'est plus on reconnecte avec qui on est, plus justement on s'actualise en rentrant justement on va vers ce qui est plaisant, ce qui nous permet de nous réaliser. Est-ce que je réponds bien à ta question? OK. J'avais vu une autre question. C'était... En fait, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a une 60aine de métaprogrammes à la cesse qu'on utilise beaucoup. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on va revenir ou est-ce que... Ça, non. D'habitude, ça, c'est couvert dans le maître praticien. Donc, il y a comme le praticien, puis il y a le maître praticien. Mais je vous en parle pour que vous ayez une idée comment fonctionne la structure. Donc, déjà, vous allez savoir, OK, donc on a une manière de trier l'information, on a une manière de prendre des décisions, puis ça s'appuie sur nos valeurs, sur nos croyances, d'avoir déjà cette notion-là, dans ce sens-là. Mais non, c'est plus tard. Y avait-tu d'autres questions par rapport à ça? OK. Donc, alors, on va continuer maintenant avec, une fois qu'on a reçu des stimuli qui passent par nos filtres perceptuels influencés par différentes structures, il se passe quelque chose dans notre esprit. On a des pensées. Donc, on a des représentations internes, qui est un mot très fancy pour dire des pensées. Pourquoi? Parce que souvent, on ne le réalise pas, mais nos pensées sont constituées de plusieurs choses différentes. Dans nos pensées, on a des images. On peut même avoir des sons. On peut entendre des bruits, de la musique, la voix de quelqu'un qu'on a déjà entendu. On a également la petite voix qui parle, qui fait des commentaires. Ça, c'est la narratrice, là. Donc, Le GPS. La madame du GPS. La madame du GPS, OK. Et on peut même avoir des mots décrits. Il y a des gens qui voient des mots, comme des sous-titres dans un film. Donc, on a tout un film, là. Les images, le son, le titrage, la narratrice, le narrateur, on a tout ça. Donc, tout ça, ça forme ce qu'on appelle nos représentations internes. Donc, l'exemple, prenons avec notre fameux chien. Le visuel, le chien est là, il ne bouge pas. Ça passe par des fils de perception. Tout là, ça vient toucher justement à différentes structures, dont ceux des souvenirs. La personne qui a eu une mauvaise expérience
comme la formatrice que je mentionnais tout à l'heure, qui, elle, avait été défigurée à l'âge de 3 ans. Dès qu'elle voyait un chien, elle revoyait tout de suite le chien avec la bave, les crocs. C'était le son même de l'expérience. Et c'est de savoir que chaque chose qu'on vit, des fois, ça peut durer une fraction de seconde, mais ça passe dans l'esprit, puis pouf, l'émotion arrive. L'émotion est là. Vous comprenez? Maintenant, on ne réalise pas souvent, on a une influence sur nos pensées. On peut s'en servir. Là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle, je vous parlais tout à l'heure, du panneau de contrôle. Juste au niveau du centre d'attention, du focus. Imaginez qu'on se met à parler de tous les pires épisodes de notre vie. Puis on en parle, puis on rentre dans les détails, puis on se met en cercle, toute la gang, puis on parle de ça. Puis... Après quelques minutes, comment on se sent? Crinqué? En colère, quoi? C'est parce que bien souvent, quand tu en discutes avec d'autres personnes, l'autre a eu d'autres choses, puis l'autre a eu d'autres choses, puis tu dis « Oh non, c'est pas vrai! » Puis là, tu te crains, là. Là, tu revis ça, là, puis tu te crains, là. Puis là, tu te dis « Non, regarde, on va tous se suicider. » Oui, bon, c'est ça. Donc, l'état n'est pas positif au bout de la ligne. Donc, ce qu'on réalise, les pensées qu'on nourrit ont une influence directe sur nos émotions. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai réalisé réellement, là, je pense que j'avais 14 ans, puis je me suis mis à parler de quelque chose qu'on m'avait fait qui était injuste. Puis plus j'en parlais, plus j'étais en colère. Puis à un moment donné, je disais, hey, c'est drôle, je suis pompé tout à coup. Mais là, le fait d'en parler, je me faisais des représentations, puis j'ai ressenti l'état. Bon. Mais tout ça, ça va même toucher jusqu'à notre physiologie. Alors, imaginons, on reprend ce que je disais, cette discussion-là. Mettons, là, on est correct, ça va bien. Puis on aurait une équipe médicale à l'extérieur qui rentre, ils disent, bon, ben là, on a donné notre consentement, évidemment, ils viennent, ils nous font une prise de sang, comme ça. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils font une prise de sang, ils vont faire la lecture, puis tout est beau. Ils regardent, ouais, ça a l'air correct. Mais là, après, on a eu notre fameuse conversation, on a parlé des pires épisodes de notre vie. Puis là, comme on dirait, on file pas loin du suicide, là, c'est ça, bon. Là, ils reviennent, eux autres ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, ils font des prises de sang, ils repartent. Oups! Taux d'adrénaline, de cortisone, le niveau du sucre, puis d'oxygène dans le sang a changé. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont dit, ma foi, ils ont l'air hyper stressés, ça ne va pas prendre tout. Bon, mais eux, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils peuvent le lire dans la physiologie, là, juste au niveau sanguin. Fait qu'à un moment donné, on dit, OK, ça va faire, là, on n'est pas masochiste, là, on va respirer, on va se lever, on va bouger un peu. On respire, bon, OK, on sort de tout ça, là. OK, bon, parlons un peu de ce qui est le fun dans votre vie, là, puis des fois, il y en a qui disent, il n'y a pas grand-chose. Mais s'il y avait quelque chose, ça serait quoi? T'sais, déjà, on est au Québec, c'est une belle place dans le monde, puis on commence à dire, hey, c'est vrai, on est chanceux. Hein? Puis c'est quoi les belles choses que tu as déjà vécues dans ta vie? Ah, il y aurait telle chose. C'est quoi qui serait possible dans ta vie? Puis, il y aurait telle affaire que j'aimerais faire. Puis là, tout à coup, on commence à se sentir bien. Tout à coup, l'équipe médicale revient, petite prise de sang, ils repartent, ils disent, wow! Là, il y a quelque chose qui a changé. Donc, là, ça peut être des choses comme l'endorphine, sérotonine, dopamine, ça s'est mis à augmenter. Donc, ce qu'on réalise, c'est que nos pensées ont une influence sur nos états émotionnels qui se traduisent même dans notre physiologie. Ça se lie. Fait que souvent, ça me fait rire avec certaines personnes quand ils disent « Ah, ça, c'est placebo. » Oui, c'est placebo, mais pour toi, ça veut dire quoi, placebo? Ou c'est de la suggestion. Ah, mais c'est comme si c'était quelque chose d'imaginaire. Imaginaire. Bien, c'est que ça se lit dans le sang, là. C'est de réaliser que l'être humain, on vit dans deux réalités. On vit dans une réalité externe, qui est mesurable, mais on vit aussi dans notre subjectivité qui est mesurable aussi, en partie. Donc, c'est de savoir que tout cet effet psychosomatique, il est très réel pour un être humain. Et même, justement, mettons, si on prend des exemples qui relèveraient peut-être de la thérapie, comme des, je ne sais pas, moi, mettons, tout à l'heure, je parlais de dépression, d'anxiété, même si ce n'est pas réel dans la réalité externe, que la personne n'est pas vraiment menacée, mais au niveau de la personne, dans son vécu, le niveau de stress qui est là, puis il est mesurable. Vous me suivez là-dessus? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est du placebo ou c'est de la suggestion. Bien, c'est très puissant parce que ça fait partie justement de la réalité interne, de la structure des êtres humains. Et c'est d'où l'importance d'en tenir compte. Et c'est tellement fort que même justement, avec certaines techniques, une personne peut avoir une opération chirurgicale et ne plus ressentir la douleur. Juste par...
Mais vous avez déjà entendu des personnes qui, par exemple, sous hypnose, vont chez le dentiste, puis ils n'ont pas d'anesthésie. Alors, par exemple, je peux vous dire, à Bruxelles, ça fait des milliers d'opérations depuis une vingtaine d'années qui se fait sans anesthésie. Il y a toujours un anesthésiste à côté au cas où. Les gens ont été formés pour pouvoir faire de l'hypnose, donc s'hypnotiser eux-mêmes. Et dans plusieurs cas, parce que dans plusieurs chirurgies, souvent, l'anesthésie a plus d'impact négatif que la chirurgie elle-même. Parce que, bon, il y a des drogues qui permettent justement d'enlever la douleur, il y a des drogues qui permettent d'arrêter les spasmes musculaires, il y a des drogues qui permettent justement de rendre inconscient. Mais tout ça, tout ce cocktail chimique, des gens, des fois, peuvent prendre des jours à s'en remettre. Donc, quand justement l'anesthésie se fait de manière naturelle, les gens s'en remettent beaucoup plus rapidement. Mais c'est de réaliser qu'on a cette capacité-là chimique, biochimique dans notre corps. Et souvent, mettons, je prends l'exemple à Bruxelles, le chirurgien peut, la personne, dans certains cas, elle est consciente, mettons, elle est ouverte. Fait que là, il y a une toile, elle ne voit pas ce qui se passe. Elle peut parler avec. Ou dans certains cas, elle est inconsciente, mais elle entend. Donc, même le chirurgien ou la chirurgienne peut dire, bon, ta pression est trop haute, tu peux la descendre. La pression descend. Ton rythme cardiaque est trop rapide, tu peux le descendre. Ça se passe. Donc là, on voit toute la partie de la conscience et de l'inconscient qui vient justement même influencer la physiologie. Ça, j'ai peut-être j'ai deux anecdotes. Quand j'étais jeune, à 12-13 ans, j'ai été diagnostiqué, je faisais l'épilepsie. OK. Fait que il est supposé de rester des lésions au cerveau, tout ça, quand tu fais une crise. Puis bon. Puis je suis tombé sur le livre de La puissance subconsciente. Joseph Murphy. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, mais j'ai vraiment mis ces techniques en pratique. À 30 ans, j'ai plus eu d'épilepsie. OK. Fait que, puis à 30 ans, j'ai repassé un Encéphalogramme. J'avais aucune lésion. OK. Fait que c'est sûr que moi, c'est difficile de ne pas y croire. Hein. Bien, ça, de plus en plus, c'est là qu'on voit souvent, il y a des croyances, il y a des choses qui sont véhiculées. Pendant longtemps, on a dit que les cellules nerveuses ne se régénéraient pas. Maintenant, on dit que c'est faux. Et même quand maintenant, on parle de la neuroplasticité. Il y a plusieurs médecins qui ont même écrit là-dessus. Il y a Norman Dodge, je pense Deutsch, D-O-I-D-G-E, qui a écrit là-dessus, où on regarde, il y a des cas impressionnants. Par exemple, généralement, si on se coupe un bras, le bras, il ne repousse pas. Mais jusqu'à un certain point, le cerveau a une plasticité que s'il y a une partie qui avait été nécrosée, le cerveau a cette capacité de se restructurer pour aller remplacer les fonctions, ce qui est impressionnant. Donc, il y a des limites, mais si on regarde comparativement à d'autres parties du corps, c'est fantastique ce que notre cerveau et la neurologie peut faire. Donc, c'est intéressant, ça. Est-ce que ça a été documenté, ça, je veux dire, au niveau médical? Ce qui s'est passé pour toi? Non. Non? Ben là, non. OK. Peut-être que je devrais, là. Ben, ça serait intéressant. OK. Ben, de toute façon, il y avait des traces de ce que tu as. Assez qu'à un moment donné, là, mais j'en ai plus fait d'épilepsie. J'en ai plus refait. Fait que là, je me suis dit, là, ils se sont trompés de dossier, tu sais. Mais là, c'est parce que j'ai passé quand même à Saint-Luc 5 semaines à faire des électroencéphalogrammes aux 4-5 jours. Tu sais, ils peuvent se tromper pour un examen, OK. pas tout, là. Ouais, mais ça serait intéressant de faire un suivi juste pour... en tout cas, on pourra en reparler si tu veux me faire repenser. Okay. Merci. Donc là, je vous donne des exemples forts mais qui montrent justement l'influence entre l'esprit et le corps. Je pourrais vous en donner encore d'autres. Je prends, mettons, des cas de personnalité multiple. Il y a des cas où des personnes, dans une certaine personnalité, sont diabétiques et que quand ils changent de personnalité, ne sont plus diabétiques. Donc, au niveau de l'insuline, ça change. C'est assez fort, ce que je vous dis. Ou même, il y a des cas où la couleur des yeux, avec le changement de personnalité multiple, peut changer. Oui. Bon, maintenant, tout ça, sans rentrer dans tout ça, vous n'êtes pas obligé de... en passant, si vous voulez des sources, on pourra rechecker ça ensemble. Je vous en donnerai, là. Ça va également dans l'autre sens. Parce que je vous ai dit souvent, la PNL, je ne sais pas pourquoi dans la francophonie, souvent on travaille beaucoup sur cette partie-là, mais ça va également dans l'autre sens. Votre physiologie a une influence directe sur vos états et vos pensées. Pensez au repas de temps des fêtes.
Vous mangez un gros repas, donc très copieux, bien arrosé. Donc, il y a de la viande, il y a du gras, il y a du sucre, il y a de l'alcool, du café, vous vous couchez tard. Le lendemain, vous vous levez plus tôt parce que vous avez un brunch avec une autre gang. Comment vous vous sentez? Gros et Gros et quoi? Gros et épais. Gros et épais, OK. Au jour de l'an, on a hâte de retourner travailler. Oui, on est fatigué à un moment donné des fêtes. Fait que beaucoup de gens vont trouver que leur niveau d'énergie est bas, qu'ils sont pas en forme. Donc, on voit que la physiologie a un effet direct sur l'état émotionnel. Plusieurs même décriraient ça comme avoir les nerfs à fleur de peau. Ça, j'ai entendu cette expression-là. Oui? Non, dans l'exemple que tu donnes, je trouve qu'il y a une notion de temps. Parce que souvent, avant de se sentir gros et épais, il peut s'être passé 2 jours. C'est-à-dire que il y a aussi toute la motivation et le comportement qui fait que même si on mange d'une manière où on devrait se sentir gros et épais, le constat peut arriver d'une manière. Oui, ça dépend. Je veux dire, il y a des gens, souvent on remarque que beaucoup de gens, durant les fêtes, au début ça va, un repas, 2 repas, puis à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui finissent par tomber malades. Mais l'exemple que je donnais, mettons un gros repas, et le soir même, il se couche tard, puis il se lève le lendemain pour un brunch, ça veut dire le système est chargé en nourriture, qui n'est pas nécessairement la meilleure nourriture. En plus, il y a un manque de sommeil. Déjà, rapidement, il y a un effet au niveau de l'état émotionnel. Et de là, même, je disais par exemple, avoir les nerfs à fleur de peau, beaucoup de personnes vont dire « Hey, je comprends pas, je suis en train de broyer du noir. C'est pas dans mes habitudes, je suis quelqu'un de positif d'habitude. » Mais c'est le manque de sommeil, ne serait-ce que le manque de sommeil en lui-même, peut avoir un effet direct. C'est là qu'on voit que c'est un système, il y a un équilibre dans tout ça. Ça fonctionne avec ça? Mais la physiologie, on va le voir un peu plus loin. Oui, c'est la nourriture, oui, c'est le sommeil, oui, c'est l'exercice, mais c'est également la manière de notre posture, comment on se tient, les mouvements qu'on fait, notre respiration, comment on utilise notre visage. Tout ça, ça vient stimuler différentes choses à l'intérieur de nous qui ont une influence sur nos états et sur nos représentations. Donc ça, c'est un des chemins par lesquels on peut passer pour influencer. Moi, des fois, ça m'arrive souvent, quand par exemple, j'ai des personnes qui sont dépressives, dans le bureau, de dire, bon, regarde, mets-toi debout, OK. Maintenant, des fois, donc, vous savez à quoi ça ressemble la posture d'une personne dépressive? Là, je fais un cliché, là, c'est une généralisation, on s'entend là. Donc, à quoi ça ressemble? Les épaules basses, OK. OK, ça regarde un peu vers le bas. La respiration est plutôt courte. Ça parle fort, pas fort, pas fort. Fait que c'est pas vite, puis... Ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça. J'aimerais que ça change, mais... je suis sûr que ça... On va passer un beau week-end ensemble, ça va être une belle formation. Mais, alors, ce que je demande, c'est qu'il dégage la partie de la respiration ici. Donc, relevez les épaules. Regardez un peu plus haut. Sourire. Souvent, ils vont dire, mais j'ai pas le goût de sourire. Souris quand même, tu vas voir, avec les souris. Puis là, de parler un peu plus fort. Parle un peu plus fort, je t'entends pas. Puis un peu plus vite. Puis à un moment donné, il commence à faire ça. Puis peux-tu ponctuer ce que tu dis, là? Je veux voir. Puis à un moment donné, ils sont là, puis il est en train de me parler de ça. Puis il dit, c'est drôle, je me sens plus déprimé. Pourquoi? Parce que juste dans l'utilisation du corps, avec toute la neurologie, ils viennent court-circuiter le schéma de la dépression. Donc, ça, c'est quelque chose qui est universel. Tout ce qu'on a décrit comme ça, chez l'être humain, mettons, on prend l'exemple de la dépression, peu importe la culture. C'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions si on regarde dans certaines cultures asiatiques où les gens, des fois, vont sourire, pas parce qu'ils sont contents, mais parce qu'ils sont gênés. Mais tout ce côté d'affaissement, c'est universel. Donc, le fait d'aller dans l'autre sens, on vient court-circuiter. Est-ce que ça veut dire que la personne a guéri de sa dépression? Non. Mais elle est déjà en train de prendre conscience que la manière dont elle se tient, qu'elle respire, même qu'elle utilise son regard, et justement les expressions faciales, ça a une influence directe sur son état. Je me rappelle, même plus jeune, des fois j'avais des amis qui ne filaient pas, puis juste le fait d'aller bouger, d'aller danser, puis après ça, ça allait bien parce qu'ils avaient utilisé leur corps. Donc, on voit que notre physiologie a un effet sur nos états et nos représentations internes. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est de réaliser que l'état dans lequel on est a une influence directe sur notre comportement. Donc, si on est dans un état, par exemple, de stress, de peur, de fatigue,
qu'est-ce qui se passe avec nos comportements? Ouais, négatif. Négatif, plate? Ça peut aller jusqu'à être désorganisé. Ça peut être désorganisé. Souvent, l'état dans lequel on est va soit nous couper de nos ressources, donc ça peut court-circuiter nos ressources, ou si c'est un état justement qui est propice, qui est positif, on accède à nos ressources. Fait que, je donne un exemple. Entre un état de doute ou un état de confiance. Donc, selon les deux, on peut être coupé, court-circuité, on ne peut plus rien faire. Ou justement, on se surprend à faire des choses, on se dit « Hey, voyons donc, il me semble que ça a bien été. » Juste par l'état dans lequel on est. Parce que beaucoup, vous avez peut-être vu de plus en plus dans la littérature, même en psychologie, on entend parler de le flow, F-L-O-W, qui est un mot anglais, mais qu'on utilise de plus en plus même en français, qui est, on pourrait appeler ça un état de génie, donc ça rentre un peu dans l'actualisation de Maslow, mais plusieurs pourraient décrire, c'est un état à la fois de bien-être, de détente, mais en même temps de focus et d'énergie. Donc, et ça, justement, c'est là où on voit que quand on est dans un état qui est propice, il y a plein de choses qui se passent dans le comportement. On peut le voir au niveau sportif. Moi, je sais qu'il y a des games sportives, des parties que j'ai faites où, à un moment donné, j'avais rien à perdre. C'est comme le stress a lâché, puis je me suis mis à faire des shots incroyables. Je me rappelle au volleyball, des affaires que j'aurais jamais pu calculer, mais on était en train de se faire laver. Là. Puis moi, OK, il n'y en a pas de stress. Puis à un moment donné, bing, 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 des shots incroyables, on a tout récupéré. Mais quand j'y repensais après, j'avais aucun stress, j'avais rien à perdre. C'était la manière que ça s'est passé, c'était en secondaire 5, mais mon prof d'éducation physique, il avait mis 2 équipes, puis là, la manière que ça fonctionnait, à chaque fois qu'il y en a qui perdait, on perdait un joueur. Puis à un moment donné, il restait moi puis un autre. Fait qu'on n'était pas les meilleurs, là. Et là, il y en avait une équipe en face de nous. Puis on s'est mis à jouer, puis là, j'ai fait des shots incroyables. Puis là, même que lui, il s'est mis avec l'autre équipe pour mettre les règles en leur faveur. Mais malgré tout, j'ai été rechercher les joueurs, puis on les a clenchés. Pourtant, je n'étais pas le meilleur joueur de volleyball, mais ça a été juste cette notion de « j'ai rien à perdre, let's go ». Fait que l'état dans lequel on est a une influence directe sur nos comportements. C'est sûr que si quelqu'un est dans un état de stress, de peur, de doute, se coupe de ses capacités. Plus on est dans un état de détente, de bien-être, de confiance, on accède à nos capacités et ça se traduit dans notre comportement. Juste au niveau des techniques de communication. Souvent en PNL, il y a des gens qui veulent apprendre un paquet de techniques pour créer le rapport, la synchronisation, et patati et patata. Tout ça, c'est intéressant. Là, on peut le travailler au niveau cognitif. Mais je dirais juste une première chose. Vous voulez améliorer votre communication? Vous pouvez simplement lancer cette intention au niveau de votre inconscient, dire « j'ai envie de comprendre qui est cette personne-là. Je veux la comprendre. » Juste ça. Donc, juste en envoyant ce signal-là, il y a quelque chose qui se met à changer au niveau de l'état. Et là, vous allez vous surprendre à parler d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, puis les résultats changent. Juste à cause de l'intention que vous avez envoyée. Mais vous n'êtes pas en train de dire, OK, là, je vais dire tel mot, puis je vais faire tel mouvement. Puis... Oui, on peut analyser tout ça. Mais au départ, c'est dans quel état vous êtes qui vous permet justement de faire la connexion comme ça avec les gens. Est-ce que ça a du sens pour vous? Moi, oui, beaucoup. Là, je suis juste en train de réaliser ce que je fais déjà. J'aime vraiment ça, là, je te dis. C'est comme... Il y a plein d'affaires que je fais, que je faisais, mais que je ne savais pas comment je les faisais. Non, mais ça, c'est une chose qu'on voit en PNL. Il y a plein de choses qu'on fait déjà. Vous allez voir, il y a des ancrages. On fait déjà des ancrages. La synchronisation, on fait déjà de la synchronisation. Du recadrage, on en fait déjà, mais souvent, on ne le réalise pas. Donc, c'est juste qu'au moment où on comprend ce qu'on est en train de faire, qu'on peut l'amener à un autre niveau. Ben, c'est ça, on va en faire des meilleurs. Là. Exact. Mais souvent, dans les stratégies, les étapes d'apprentissage, on peut être inconscient d'une incompétence, on devient conscient de notre incompétence, puis après ça, on devient conscient de notre nouvelle compétence jusqu'à ce qu'à un moment donné, on devient inconscient d'une compétence qui est acquise, comme par exemple conduire une voiture. Au début, bien, vous ne saviez pas que vous n'étiez pas capable, puis à un moment donné, vous avez réalisé que c'était difficile, puis à un moment donné, bien, ça demandait toute votre concentration, donc vous étiez conscient de votre compétence, puis à un moment donné, c'est devenu automatique. Mais à un moment donné, si vous voulez vous faire, mettons,
rouler tout terrain, puis tout ça, bien là, il faudrait aller à un autre niveau. Fait qu'il y a des affaires, il faut désapprendre. Comme par exemple, si vous êtes en train de prendre le champ, ce n'est pas d'avoir le réflexe de regarder là où vous en allez. Vous allez regarder là où vous voulez aller. Puis souvent, au niveau automobile, les gens ont tendance à regarder « Ah, mon Dieu, je m'en vais par là! » Puis là, inconsciemment, ils tournent dans ça. Puis il faut regarder là où on veut aller. C'est de développer un nouveau réflexe. Donc, dans ce sens, mais c'est de comprendre comment on fonctionne, puis ensuite pour pouvoir aller plus loin. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire au niveau du comportement, de la communication? C'est ça. Donc, juste simplement en lançant une intention dans votre esprit, le comportement va commencer à changer. Et évidemment, quand on commence à faire des changements dans ces structures-là, on n'est plus obligé, comme on disait tout à l'heure, de se raisonner pour dire « Ah, c'est vrai, il faut que je pense de même, il faut que j'aille dans tel état ». On vient créer ça. En modifiant la structure, le type de représentation va changer, l'état va changer, les comportements vont changer et évidemment, les résultats vont changer au bout de la ligne. Dans plusieurs approches, ici, on pourrait mettre une petite flèche qui va dans l'autre sens. Parce que quand je vous donnais l'exemple des phobies par désensibilisation, le comportement, on s'expose à quelque chose, puis ça va aller dans un autre sens. Ça va venir changer l'état. Ou l'autre exemple que je vous avais donné, le leadership comportemental. De faire quelque chose. À force de faire quelque chose, même si c'est difficile, petit à petit, ça va venir changer la structure. Ce n'est pas aussi rapide, mais ça va faire un changement. Si on combine les deux, ça va beaucoup plus vite. Donc, mettons, il y a un résultat que vous voulez obtenir? Oui, vous pouvez commencer à voir le comportement. L'expression qu'on entend souvent en anglais, c'est « fake it until you make it ». Donc, faites semblant jusqu'à ce que vous puissiez le faire. Mais des fois, ça demande... C'est pas évident. Fait que, je prends, mettons, des gens qui ont peur de se faire rejeter, de se faire dire non. Mettons, dans la vente, si je me fais dire non, je me fais dire non, je me fais rejeter. Fait que, s'il y a une croyance qui dit non égale rejet, fait que je peux bien le faire, mais c'est fatigant de faire ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on change une croyance, puis ça devient bien plus facile. Donc, on peut combiner les deux ici pour aller, justement, obtenir les résultats qu'on veut. Fait que ce qu'on voit dans ce modèle de communication, on perçoit la réalité à travers nos sens. Donc ça passe par nos filtres de perception qui sont influencés par différentes structures. Et ça vient justement créer différents types de pensées qui génèrent des états, qui ont une influence même sur notre physiologie. Ces états se traduisent par des comportements qui donnent des résultats. Donc, plus on optimise la structure ici, on se retrouve avec une qualité supérieure au niveau de nos pensées, de nos états, de nos comportements et de nos résultats. Dans le fond, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un qui serait dépressif, premièrement, quelqu'un qui est dépressif, il n'y a aucun but. Il y a des pattes. De se trouver un but pour justement faire l'inverse. Changer certains comportements, puis changer peut-être certaines valeurs qui le bombent. Dans les patterns de dépression, ce que j'ai souvent observé, effectivement, il y a la notion de but. Donc, la personne il y a un manque de but. Il y a également souvent les tournées vers le passé. Souvent tournées vers elle-même. Donc, à partir du moment, encore là, c'est des généralisations, mais qu'elle a un but, et qui dit but, bien là, on parle justement, on n'est plus dans le passé, on retourne dans le futur, qui se tourne vers les autres. Là, on court-circuite le pattern de la dépression, effectivement. Donc, ça peut être justement dans l'intention, et ça vient changer l'état. Oui. On va avancer avec le panneau de contrôle. Comment on peut faire des changements par nous-mêmes. Ça vous intéresse? Oui. Alors, ça, on va le skipper pour tout de suite. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, mais savoir, savoir-être, savoir-faire. Vous avez compris la différence entre les trois. Donc, on peut savoir. J'ai plein de théories dans la tête. Mais c'est comme souvent des gens disent « Oh oui, je connais ça. » Tu le connais, mais est-ce que tu le sais? C'est de l'amener, là. Donc, c'est en nous, donc dans notre manière d'être, mais aussi dans ce qu'on fait. Ça, c'était également au niveau de la rétention d'informations. Vous allez voir, on va faire des exercices ensemble. Fait que des fois, au bout de 24 heures, généralement, si vous faites juste écouter une conférence, vous allez en retenir 5 %. Si vous faites la lecture, 10 %. Déjà, si vous avez sous support audiovisuel, on parle plus de 20 %. Si quelqu'un vous fait une démonstration, la rétention monte à 30 %. Si on a une discussion comme on est en train de faire en ce moment, parce que là je ne suis pas une TV, là, vous pouvez me parler, puis on peut se parler. Là. Fait que ça monte plus loin.
À partir du moment où on rentre dans des exercices pratiques, le taux de rétention augmente d'autant plus. Et une chose que je vous encourage fortement à faire, où là, ça peut monter jusqu'à 90 %, ce que vous avez appris ce week-end, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Parlez-en au monde autour de vous. Transmettez cette information-là. Enseignez-le. En le faisant, vous vous rendez un très grand service, vous l'assimilez d'autant plus.